Il était une fois, dans le merveilleux royaume de Baroki, un homme simple qui était aussi un magicien. Son imagination le portait à visiter 1000 réalités et toujours il s'en allait curieux, toujours il revenait exalté. Mais un jour, alors qu'il fut rendu aveugle par une vive blessure à l'âme, l'infinie liberté dont il jouissait se contracta et implosa dans la même seconde en une vision de grandeur absolue. Et ce jour-là, glorieux et terrible, le voici qui se lève. Il faisait beau, c'était le printemps, et Jean-Claude Dreyfus voulait éclore comme une très jolie fleur. Il alla donc rencontrer l'une d'elles afin de s'en inspirer. Mais celle-ci, trouvant sa démarche bien présomptueuse, tenta de l'en dissuader. Elle lui dit que les insectes le grignoteraient, sans parfois même qu'il ne s'en aperçoive, que certains parasites iraient même jusqu'à prendre le contrôle de son système racinaire et que rester à l'état de grands bourgeons ou de gros bulbes, finalement, ce n'est pas plus mal, n'est-ce pas, mon chou? Vexé d'avoir été ainsi traité comme une bouture immature, Jean-Claude se mit à gonfler et s'empourprait de colère tant et tant que son teint originellement blafard rejoignit le rouge sang de ses yeux injectés de rage. Ses poumons s'emplissaient d'un torrent d'air à chaque inspiration, ses artères battaient, son corps entier devenu tambour, quand, soudain, tout se figea en lui. Jean-Claude n'éprouvait plus de colère, car il était devenu une pomme. Oui, une énorme, titanesque, monstrueuse pomme. Mûre à point, s'exclama la fleur, et elle croqua dedans. Mais à peine eut-elle entamé sa digestion que la fleur commença à se flétrir. Quelques semaines plus tard, à l'endroit exact où la jolie fleur avait rendu l'âme, un jeune pouce pointa hors de la terre. Le lendemain, c'était tout un bras qui prolongeait une main et le pouce toujours levé vers le ciel. Et puis, encore un jour après, le corps entier de Jean-Claude avait éclos en une statue de bois vert. Enfin, un piédestal émergea sur lequel on pouvait lire en lettres gravées « Ici est né Sa Majesté Barocus Dreyfus, souverain absolu du royaume de Baroki. » Puis l'immense Barocus Dreyfus s'ébroua. Et, contre toute attente, on le vit descendre de son piédestal. N'allez pas imaginer un signe d'humilité dans cette attitude, car ce fut pour monter aussitôt sur son trône. Ah! Barocus, autoproclamé roi du baroque, voulait être un couineur. Malheureusement, il n'avait jamais été que acteur, chanteur ou crooner, et souvent il s'en trouvait fort chagrin. Afin de pallier ce manque, il s'était entouré de figurines porcines et autres images de cochonailles. Dans ces moments de grand désœuvrement et vaste solitude, les regards de ces icônes semblaient s'animer d'une étincelle amicale, et de leurs gueules s'échappait alors
de petits cris chuchotis. Puis, crescendo, de croncrons mélodieux en huic, huic, extatique. La harpe tout entière, menée par le grand Barocus lui-même, finissait par hurler sa joie à l'unisson, magnifié comme touché par la grâce suite à ses concerts improvisés. Barocus en ressortait systématiquement métamorphosé, physiquement transformé en créature mythique, mi-homme, mi-porc. Notre monarque se coulait constamment en de multiples identités, comme poursuivi par quelques fantômes. Ainsi, le roi Hieronymus Dreyfus prenait corps et âme de manière récurrente. Il se voyait alors régnant sur le jardin des délices et son royaume s'étendait jusqu'aux confins de l'enfer. Là, il jouissait sans retenue de bacchanales se complaisant avec appétit dans l'ivresse et la luxure, une posture que Bosch lui-même n'aurait peut-être pas désavouée. Mais au fond de lui, une petite voix culpabilisante l'interpellait régulièrement. Souvent, elle grandissait jusqu'à s'incarner et prendre chair en une sorte de prêtre illuminé brandissant une icône atrophiée. Une fois, au sortir de sa psychose, il aurait confié avoir vu, littéralement, la main de Dieu s'abattre sur lui, cherchant à s'immiscer dans les méandres de son cerveau afin de le guider. Délire mystique ou vision transcendée d'un être hors du commun? Personne dans son entourage n'osa jamais lui suggérer la première hypothèse. Non, non, non. La douche froide. En déroulant le film de sa vie, Barocus Dreyfus prit conscience dans un éclair de lucidité de la gravité de l'imposture. Il rembobina à plusieurs reprises la pellicule depuis le début et la visionna encore et encore. Ce satané Jean-Claude restait impérieusement à l'affiche de sa vie, quel qu'en fût le rôle. L'illusionniste, le transformiste, le chanteur, la folle, l'acteur, le conteur, le poète. Encore Jean-Claude, comédien jusqu'au bout des ongles. Et l'usurpateur Barocus Dreyfus se fondit alors dans le décor. Rien de moins. Il prit corps à travers les objets et travailla ainsi à ce que l'environnement protecteur et bienveillant du maître des lieux demeure ce qu'il avait toujours été, baroque, bien sûr. J'observe souvent JC dans ses phases contemplatives, tout en essayant de comprendre ce qu'il ressent au fond de lui. Mais, dans ces périodes d'extase, le chemin vers ses récepteurs sensoriels me semble inaccessible. Il demeure hermétique au monde qui l'entoure. Là, il voulait voir la mer. Bien installé dans son fauteuil face au paysage, il ne fallut pas plus d'une poignée de secondes avant que la houle ne l'emporte. Ainsi, il peut rester des heures sous une brise au relent iodé, à écouter le ressac des vagues, ponctué ici par le cri d'un cormoran huppé, là par le teuf-teuf d'un vieux chalut illusoire. Moi, je patiente avec angoisse, en espérant retrouver le navigateur en pleine possession de ses moyens, priant pour qu'il ne chavire pas durant sa traversée fantastique ou qu'il ne s'échoue pas à court d'imagination sur une île déserte au beau milieu d'un mirage. Barocus, tu es là? Oh, montre-toi, mon ami. À travers les miroirs, JC me cherche parfois, souvent ces derniers temps. Mais je n'ose pas répondre. À quoi ressemblerait son reflet
si je me présentais à lui, à moi, et je suis si laid, distordu d'orgueil et mité par la honte. Non, je dois rester tapis dans ce coin sombre, et finir de décrépir, m'effacer dans la poussière. Hé, psst, tu m'entends? Mais ces appels m'empêchent de disparaître. Écoute ça, c'est une histoire qui va te plaire, car il arrive toujours à me captiver, et les mots qu'il m'offre sont comme des pièces de viande savoureuse sur lesquelles je me jette comme la bête affamée de fantasmes que je suis. Oh, tous les soirs, JC vient sur le pas de la vitre qui nous sépare et me nourrit. Il sait que je suis là, bien vivant, dans son angle mort. Bientôt minuit. Aujourd'hui, JC m'a oublié. J'ai faim. Mon estomac gronde, bouillonne, s'embrase. J'ai les dents qui claquent et la langue raide. Les muscles de mon cou sont si contractés qu'il m'est devenu impossible. Sous ma peau, les brûlures sont des griffes acérées qui se meuvent frénétiquement. Elle grouille un amas de doigts fouisseurs pour finalement empoigner mes os, les secouer comme on voudrait faire danser une marionnette emmêlée. Apparaissent soudain les souvenirs limpides de mes plus grandes gloires, et les effluves de pourriture s'ajoutent aux scènes qui défilent sous mon crâne. La fin approche. Une langue de ténèbres m'enveloppe doucement, passe sur mes pensées, les éteint l'une après l'autre, tandis que la douleur s'efface. La grosse cloche sonne, la grosse cloche sonne, la grosse cloche sonne. Cet impact, ce timbre, cette résonance, cette voix. Focus, Barocus! Il laisse échapper un rire outrageusement attendri. Reprends-toi, idiot. Tu ne peux pas mourir. Approche, et je te dirai pourquoi. J'aimerais bondir en arrière à ce moment-là. J'en donne même l'ordre absolu à mon corps, mais une mutinerie se lève en moi, à commencer par les jambes. Elles font un pas vers la vitre, vers JC, et son sourire soudain carnassier. Je l'imite, dévoile mes canines, un grognement caverneux né de sa gorge et de la mienne, qui monte et s'épaissit, nous unit dans une transe vibratoire. Nous prenons notre temps, jaugeons l'autre tout en investissant nos postures d'attraque. Les muscles se bandent, les nerfs s'ajustent, nous nous scrutons avides. Qui dévorera qui? C'est ainsi que l'étreinte eut lieu, et nul ne connut jamais plus passionné baiser que nos deux héros. Ils s'élancèrent d'abord l'un vers l'autre ensemble. Au bout de leur course parfaitement symétrique, ils atteignirent la frontière du miroir au même moment. Et là, front contre front, point contre point, brisèrent la glace. Alors que mille éclats de verre faisaient scintiller l'éclairage intime de la nuit, JC et Barocus, Barocus et JC se retrouvèrent fermement enlacés. La stupéfaction ne dura qu'un instant. Fébriles, ils s'embrassèrent, firent glisser leurs langues palpitantes l'une contre l'autre,
Leurs doigts entremêlés se détendirent pour tenter de saisir tour à tour un peu de dos, un peu de nuque, un peu de fesses. Et bientôt, ils ne firent plus qu'un. Mon amour, Barocus, Barocus, mon amour, Barocus, Barocus, mon amour.